Bonjour et bienvenue sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, dans ce nouvel épisode intitulé Versailles, un petit décryptage. Il s'agit simplement de l'introduction à un article qui se trouve sur mon blog Amnesty Générale. C'est un article du même nom, du 8 avril 2021, qui s'inscrit dans le cadre du programme de terminale de HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques, sur le patrimoine. Le programme nous invite en effet à parler des usages politiques et sociaux du Palais de Versailles, mais auparavant, il est peut-être nécessaire de présenter un petit peu cet ensemble connu mondialement, mais finalement pas si connu dans ses grandes caractéristiques. Je me suis contentée ici d'un petit plan à partir du fond de carte d'OpenStreetView, hein, où on voit le château, qui se situe donc à 14 km au sud-ouest de Paris, dans un immense parc avec cette pièce d'eau et notamment ce grand canal, dans lequel on trouve également d'autres bâtiments, le Grand et le Petit Trianon, ainsi que ce hameau de la Reine, construit pour la reine Marie-Antoinette à la fin du XVIIIe siècle, et ce bâtiment, la Lanterne, qui est aujourd'hui une des résidences de la présidence de la République. Voici également cette petite vue sur le palais, hein. Donc voilà l'entrée avec cette grille rajoutée en 2008, le palais proprement dit, auquel ont été rajoutés un certain nombre d'éléments progressivement. Donc la chapelle qui ne date que de 1710, l'opéra qui est de la fin du XVIIIe siècle, ces deux pavillons, hein, le pavillon Gabriel et le pavillon Dufour, lui rajouté au XVIIIe, l'autre au XIXe siècle, et enfin ce bâtiment, l'hémicycle, qui abrite les sessions du Congrès, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis. Donc revoici la vue générale, mais cette fois-ci dans l'autre sens. On reconnaît ici la grille, donc ce palais avec ici la galerie des glaces, qui est la pièce la plus monumentale du palais, le toit de la chapelle, l'opéra par exemple, et ici l'hémicycle. On voit que Versailles se trouve encore aujourd'hui dans un environnement extrêmement boisé. On peut retrouver des quantités d'informations sur le site officiel du Palais de Versailles, dont on voit ici la page d'accueil. L'ennui étant que un site officiel aujourd'hui, c'est un jeu de piste sans fin. Et donc il y a énormément d'informations sur les collections, mais très peu de choses synthétiques. Ces éléments synthétiques, je les ai donc mis dans cette diapositive en rappelant qu'il s'agit d'abord d'un palais royal d'exception à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, qui est d'abord un pavillon de chasse construit sous Louis XIII, transformé par Louis XIV en palais royal, un temps abandonné sous la Régence et à nouveau résidence royale de Louis XV et de Louis XVI jusqu'en 1789 et très précisément en octobre 1789 quand la famille royale est ramenée à Paris. Les principaux artisans de la construction du château de Versailles sont les personnages suivants. Donc deux architectes, Levaux et Jules Hardouin-Mansart, qui l'un comme l'autre appartiennent à des familles d'architectes, un spécialiste des jardins, le nôtre, et enfin un peintre exceptionnel, Lebrun. La construction de Versailles est précédée par celle d'un petit château, Vaux-le-Vicomte, qui se situe dans Seine-et-Marne, à environ 50 km de Paris, et qui a été construit pour le surintendant général des finances, Fouquet, vicomte de Vaux, par Levaux et le nôtre. Ce sont donc ces éléments d'une architecture classique, avec coupole, avec cette symétrie des façades et ces jardins tirés au cours d'eau, qui vont servir de modèle au palais de Versailles. Voici la pièce la plus exceptionnelle du château de Versailles, la Galerie des Glaces, qui remonte à 1678, qui fait plus de 70 mètres de long, et qui a abrité des épisodes célèbres. Le 28 janvier 1871, la proclamation de l'Empire allemand devant Guillaume Ier, et le 28 juin 1919, la signature du traité de Versailles. Pour terminer, quelques éléments chronologiques. Qui a habité Versailles au XVIIe et au XVIIIe siècle? Le roi Soleil, Louis XIV, son arrière-petit-fils Louis XV, le petit-fils de celui-ci Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette. J'ai mis en rouge les deux figures les plus importantes, celles que les touristes viennent voir à Versailles. Par contre, qui a transformé Versailles au XIXe siècle pour en faire un musée et un lieu de visite? C'est ce roi Louis-Philippe Ier. Donc Louis-Philippe Ier, j'ai mis ici sa filiation, hein. Il est de la branche cadette des Bourbons, la branche du frère cadet de Louis XIV.
Son père, Philippe d'Orléans, a été régicide, c'est-à-dire qu'en 1793, il a voté pour la mort de Louis XVI, puis il a été lui-même guillotiné. Et Louis-Philippe Ier arrive sur le trône de France comme roi des Français en 1830, suite à une révolution qui renverse le roi légitime Charles X, qui était le frère cadet de Louis XVI, et il est lui-même renversé par une révolution en 1848. Mais c'est lui qui, en 1837, va transformer Versailles en y créant un musée de l'histoire de la France à toutes les gloires de la France, c'est-à-dire à la fois les gloires de l'Ancien Régime, mais aussi de l'Empire, de manière à réconcilier ces différentes Frances. Et on lui doit notamment ce musée d'histoire de France avec cette galerie des batailles ornée de grandes toiles de peintres célèbres qui retracent les grands épisodes de l'histoire militaire de la France. Mais pour terminer, quand les touristes aujourd'hui viennent à Versailles, ils ne s'intéressent pas aux éléments que j'ai montrés sur cette diapositive, ces éléments d'histoire. Le palais royal qui a été progressivement complété, transformé ensuite en musée avec des rajouts très récents. Ce qu'ils viennent voir à Versailles, c'est un symbole de la culture, de l'histoire de France.